Bonjour à tous. Elvire Bénédicte Toffa, votre animatrice de ce beau colloque. Pour rappel, on avait pris l'avion, vous vous rappelez? On était allé à l'international, regarder les modèles internationaux de reconnaissance des acquis. Et là, nous revenons maintenant dans le cadre local, au Québec. Ces cadres qui nous montrent que la reconnaissance des qualifications est aujourd'hui un enjeu global qui accompagne la mobilité des talents à l'échelle mondiale. De ce pas, comment ces principes se traduisent-ils concrètement dans notre propre contexte ici au Québec? Et pour ce faire, je vais retourner à mon cellulaire pour présenter nos panélistes. C'est parce qu'il me faut agrandir les caractères. Et là, la technologie, je vous dis, ça tourne. OK. Donc, dans ce prochain panel qui est consacré à la place du Québec dans ces cadres internationaux de reconnaissance, les 3 panélistes sont dans la salle. Ça mérite des applaudissements, ils sont là. Donc, ils ne pourront pas échapper à aucune de nos questions. Donc, préparez-vous, cher public. On va savoir les vraies affaires. En plus, on est au Québec. Donc, j'appelle M. André Gariepi. Écoutez bien, c'est un gestionnaire gouvernemental senior, avocat et administrateur agréé. Il cumule 25 ans d'expérience en politique publique et en processus législatif au Canada. Il a notamment été le premier commissaire à l'admission aux professions du Québec, une fonction de recours destinée aux personnes immigrantes souhaitant accéder aux professions réglementées. Spécialiste des réformes juridiques, de la réglementation des professions et de la mobilité professionnelle et de la reconnaissance des qualifications, il possède une expertise approfondie des accords et modèles internationaux encadrant le commerce des services et la réglementation intérieure. Accueillons M. André Gariepi. Bienvenue, M. Gariepi. La prochaine panéliste, Mme Corinne Béguerie-Godéard, est professionnelle en recherche et chargée de cours à l'Université Laval. Elle enseigne depuis 2017, titulaire d'une maîtrise en langues étrangères appliquées aux affaires et en communication et culture internationale. Elle a complété en 2022 un doctorat en relations industrielles portant sur la reconnaissance des compétences des médecins et infirmières immigrantes au Québec. Ses travaux portent notamment sur l'intégration professionnelle des personnes formées à l'étranger, la retraite, ainsi que les enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion dans le milieu du travail. Sous vos ovations, Madame Corinne Béguerie-Godéard. J'ai fait un torse à un de vos noms, je m'excuse. C'est Godère. Merci, Madame Corinne Béguerie-Godère. Là, je veux que vous l'ovationnez pour me faire pardonner. Notre troisième panéliste, il est conseiller aux affaires académiques, recherche et innovation pour le Bureau de coopération interuniversitaire, le BCI. Donc, conseiller expert en reconnaissance des acquis et en compétences, RAC, depuis près de 20 ans, Daniel Lorrain a d'abord développé des programmes et accompagné des candidats en démarche de RAC au collégial pendant plus d'une décennie. Depuis 2021,
il œuvre au bureau de la coopération interuniversitaire où il contribue à l'avancement de la reconnaissance des acquis et des compétences en concertation avec les universités québécoises. Sous vos ovations, Monsieur Daniel Lorrain. Donc, merci d'être là. Merci pour votre générosité d'avoir répondu à l'appel du RAFIC et de ses partenaires pour répondre à ces questions de reconnaissance des acquis dans un contexte québécois, dans le cadre international. Donc, je donne la parole à notre premier intervenant, M. Gariepi. Je ne sais pas vous, mais avez-vous, tu sais, moi, quand quelque chose me chatouille, je suis comme ça, je ne peux pas garder pour moi. Monsieur Gariepi et puis Monsieur Lorrain, là, avez-vous remarqué que c'est comme si c'était le grand frère et puis le cadet? Ou bien c'est moi seul qui ai vu ça? Et je vous promets, ce n'est pas à cause de leur coiffure. Ils se ressemblent, mais tu sais, on est des humains là, avant d'être des experts, là. Donc, depuis tantôt, je les regarde et quand elle m'a apporté les fiches de présentation, j'ai failli déchirer une à l'hôtel pour dire, mais elle a fait en double. Ben non, on a deux experts. Bienvenue, M. Gariepi et M. Lorrain, et puis je vous laisse la parole. Eh bien, dis donc. Elvire, merci beaucoup. Quel charmant prénom, d'ailleurs. Alors, oui, moi, je suis très honoré d'être avec les deux autres panélistes. Daniel et moi, on se côtoie depuis une vingtaine d'années à peu près, et on a noté les jalons de notre vieillesse qui s'annoncent. C'est vrai que je suis son aîné de 2 ans, selon le directeur de l'État civil, et puis voilà. Mais j'ai noté que tout le monde a eu des ovations, et moi, je n'ai eu que des applaudissements. Je capte toujours des petites nuances comme ça. Je ne sais pas, j'avais un ami, Michel Sparer, qui est un grand lettré, qui m'a peut-être appris à capter ces nuances-là, non pas pour faire des reproches, mais pour faire de l'humour. Alors voilà. Arrivé au local, j'aime pas ça, moi, le local, là, mais en tout cas, ici, dans notre univers, à nous, de proximité, à l'âge de 17 ans, j'ai obtenu une licence de pilote privé. Et avant même de savoir conduire une automobile, imaginez-vous, c'est un peu curieux. Et peut-être que c'est mon rôle maintenant de faire atterrir l'avion de l'international dans la réalité du terrain, de la vie de tous les jours, des institutions qui font de la reconnaissance et des individus qui souhaitent cette reconnaissance et du Québec qui en a besoin. Alors, je vais revenir, je vous dis, les fiches que j'ai préparées seront des fiches qui vont être, j'imagine, disponibles parce que je ne vais pas toutes les utiliser pour la présentation. Les autres sont à lire à loisir, pour mémoire, à la maison, comme si on était dans un cours et qu'il y avait des devoirs. Alors, de façon très préliminaire, le point de vue exprimé dans ces fiches ou dans ce que je vais dire est celui du commissaire dans l'exercice indépendant de ses fonctions prévues par la loi. Donc, je ne parle pas au nom de l'Office des professions auquel je suis rattaché pour des fins administratives et je ne parle pas au nom du gouvernement du Québec. C'est une certaine liberté. La loi dit tu dois avoir une opinion et tu l'exprimes. Alors, et j'en profite, et c'est basé sur 16 ans d'expérience maintenant comme commissaire, mais aussi en tout une trentaine d'années d'expérience dans le domaine de la réglementation professionnelle et de la mobilité. Alors, le commissaire, très rapidement, le commissaire, c'est une institution qui a été créée par une loi au Québec. Il est un ombudsman, pour les Français dans la salle, un médiateur de la République. Donc, un ombudsman indépendant spécialisé qui est doté d'un mandat de surveillance et de recherche et aussi de pouvoir d'enquête assez conséquent.
Alors, le travail du commissaire porte sur l'ensemble des 56 professions réglementées qui sont soit dans le secteur de la santé ou non dans le secteur de la santé, donc des avocats, les notaires, les ingénieurs aussi. Alors, nous regardons l'ensemble des processus d'admission et pas seulement lorsque l'ordre professionnel intervient, mais aussi les autres étapes de la démarche d'admission. Lorsque, par exemple, on vous prescrit une formation ou un stage, bien, le commissaire a compétence sur comment se déroule l'accès à cette formation, comment se déroule cette formation, l'accès à ce stage et comment se déroule ce stage. Donc, assez vaste, assez large pour avoir une vision holistique de la démarche d'admission et dénouer les nœuds qui s'y trouvent. Alors, vous lirez pour ce qui est du reste, là. Les outils que nous utilisons pour notre travail d'analyse critique, puisque c'est un travail d'analyse critique, nous prenons appui sur les obligations des ordres professionnels et des autres acteurs de l'admission qui sont prévus soit au Code des professions ou à d'autres lois ou à certaines politiques. Il faut regarder aussi les politiques. Il existe une vieille politique, la politique sur la formation continue et l'éducation tout au long de la vie du gouvernement du Québec, qui date de 2022. J'ai contribué, oui, ton aîné, Daniel, contribué à la rédaction du chapitre sur la reconnaissance des acquis et des compétences de cette politique. Ça a été toute une affaire. Et cette politique est très, très, très éclairante encore pour donner un sens à notre travail en reconnaissance et certains principes et bonnes pratiques. On se réfère aussi à des documents qui s'affichent ainsi comme étant des principes et bonnes pratiques en matière d'admission et de reconnaissance des compétences et des qualifications. On parlait du cadre d'assurance qualité pour l'évaluation des diplômes, c'est très pertinent. Mais aussi, on regarde les obligations du Canada et du Québec en vertu d'instruments internationaux. De là, l'atterrissage, là, on va capter ce que notre collègue de West nous a dit à propos des instruments internationaux. Ça s'applique aussi dans le sens où c'est à tout le moins une référence. Alors, le cadre juridique est normatif, parce qu'il ne faut pas juste voir le droit, bien que je suis avocat puis ça m'amuse, mais il y a des cadres normatifs, c'est-à-dire les bonnes choses faites de la bonne façon. Une norme, c'est ça. Quand on met ça dans une loi adoptée par une autorité publique, bien là, ça devient un cadre juridique. Mais bon, ça a le même effet. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faudrait faire, et voici ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a différentes sources pour le cadre juridique et normatif de la reconnaissance des qualifications. Les sources internationales, notre collègue de West nous a parlé de la Convention de Lisbonne qui va être succédée enfin par la Convention mondiale. Et en passant, le Canada n'avait même pas encore pleinement ratifié la Convention de Lisbonne alors qu'il s'en allait ratifier la Convention globale. Là, il y a des gens qui ne voulaient pas que j'en parle, mais effectivement, c'est un petit peu bizarre, inélégant. Quelqu'un avait oublié le dossier entre deux classeurs à Ottawa au ministère des Affaires étrangères. Que voulez-vous? Ça arrive comme ça dans certains ministères. Alors, les instruments internationaux, ce n'est pas que la Convention. La Convention de l'UNESCO s'applique premièrement aux établissements d'enseignement, deuxièmement à la prise en compte des compétences des gens, des titres de compétences, il y a tout un vocabulaire là, selon le traducteur que vous avez, les diplômes internationaux, les diplômes étrangers. Bon, ça s'applique surtout à cette dimension-là et surtout aux établissements d'enseignement. Toutefois, ce qu'il y a dans la Convention, les conventions de l'UNESCO, ce sont quand même des principes et des bonnes pratiques qui sont applicables à tout autre contexte et pour toute autre organisation. Je le dis souvent aux ordres professionnels, lisez les conventions de l'UNESCO, changez établissement d'enseignement par ordre professionnel, ça va fonctionner parce que c'est des bonnes pratiques en reconnaissance, que ce soit le diplôme, que ce soit d'autres choses. Alors, d'habitude, les instruments internationaux, parce que nous avons un système dualiste au Canada, en France, c'est un système moniste, c'est-à-dire dès que la France adhère à un traité, pouf, on peut aller devant un tribunal français et faire appliquer le traité. Ici, nous sommes de tradition britannique parce qu'il y a eu une conquête il y a quand même quelques centaines d'années et ça paraît encore. Et il faut une loi pour incorporer dans le droit interne les dimensions les plus opérationnelles là, du traité ou de la convention que auquel le pays a adhéré.
Alors, oui, il faut ici une loi, que ce soit au fédéral ou au provincial, selon les compétences constitutionnelles de l'un et de l'autre, pour intégrer. Il y a bien entendu des instruments internationaux qui ont pris une telle maturité et un tel niveau d'adhésion à travers le monde qu'ils font partie d'un corpus de droit international. Mais là, à savoir si ça donne des droits individuels que l'on peut invoquer devant un tribunal ici ou ailleurs, Cour internationale de justice, mais d'habitude c'est entre les pays, c'est à voir. Peu importe. Il y a des bonnes choses là-dedans, on le lit, on le comprend et on l'applique, tout simplement. C'est l'attente, moi, comme commissaire, que j'ai envers les organismes et les acteurs de l'admission sous ma compétence. Je m'attends à ce qu'ils connaissent et qu'ils appliquent, qu'ils se réfèrent aux instruments internationaux dans le domaine. Il y a aussi des guides. À l'international, il y a des guides, il y a des codes, il y a d'autres documents normatifs. Pensons, par exemple, aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont été publiées en 2024, mars ou septembre 2024, sur la mobilité des professionnels de la santé, incluant un vaste chapitre sur la reconnaissance. Il y a là des choses très... Bien entendu, elle se réfère à la Convention de l'UNESCO sur bien des aspects, mais elle ajoute des choses. Ces lignes directrices ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas d'application, mais ce sont des bonnes pratiques. Si vous voulez être juste dans votre approche, être dans les bons standards de pratique en matière de reconnaissance, ces outils-là, ce sont des lectures de chevet. Il y a aussi, en termes de cadre juridique et normatif, des sources internes au pays, que ce soit des textes juridiques, des politiques publiques. Je vous mentionnais la politique sur la formation continue de 2002. C'est encore plus vieux, en passant. Mais bon, je suis ton aîné, il faut que ça paraisse. Alors, aussi, dans les principes et bonnes pratiques, il y a toutes sortes d'outils élaborés par des organisations très crédibles, comme le CICDI et le cadre d'assurance qualité pour l'évaluation des diplômes. Il y a aussi l'Association canadienne de la reconnaissance des acquis, qui a aussi un cadre de compétences, un cadre de qualité sur la reconnaissance des acquis expérientiels. Très intéressant de s'y référer. Il y a, et ça c'est mon amusement parce que les gens sont là, ah oui, parce que, je ne sais pas, il y a un problème de marketing chez ISO, l'Organisation internationale de la normalisation. Ça fait longtemps qu'ils ont élaboré une norme sur la certification de personnel qui comporte des éléments de reconnaissance, la certification de personnel est un terme très générique à Genève pour dire quand quelqu'un a besoin d'un permis pour exercer quelque chose. C'est tout simplement ça. Donc, les ordres professionnels en font partie, bien que le vocabulaire est un peu éthéré, là. La norme ISO 17024, très intéressant. Il y a là des choses fabuleuses. Bon, ça se recoupe avec d'autres documents qui reprennent les mêmes principes, mais quand même, voilà une base de légitimité pour vous guider lorsque vous mettez en place un processus de reconnaissance ou que vous voulez porter un regard critique sur votre processus en place. Alors, je vous laisserai lire ce qu'il en est pour ce qui est des plus fins détails des sources internationales et autres. Et pour vous dire que lorsque l'on regarde tous ces documents, il y a un propos convergent à l'effet que la reconnaissance des qualifications se construit comme un droit individuel. Je ne dis pas un droit de la personne, parce que là, les avocats dans le monde du droit de la personne, ils ont leur chapelle, là. Et puis, ils ont une vision des droits de la personne, il y a une hiérarchie. Bon. C'est à tout le moins un droit individuel, comme il y a un pacte ou une déclaration sur les droits politiques, sociaux et économiques. Bon, bien, mettons que c'est ça, là. Hein? Un droit individuel avec des aspects socio-économiques. Et ce droit complète, ce droit à la reconnaissance des qualifications, il complète et renforce des droits qui sont déjà mentionnés dans les instruments internationaux, pas seulement la Convention ou les conventions de l'UNESCO, mais dans d'autres. Le droit à l'éducation, le droit à l'égalité, le droit au travail. Tous les instruments internationaux de l'Organisation internationale du travail, il y en a plusieurs qui mentionnent l'intégration au marché du travail, la reconnaissance des acquis, la reconnaissance de l'expérience. Alors, le droit à un travail décent, le droit à un traitement équitable. Vous voyez que tout ça se construit. Il y a maintenant une éthique de la reconnaissance et il y a maintenant un statut
de droit individuel à la reconnaissance. Pourquoi? Bien, on le verra tout à l'heure. Maintenant, atterrissons, on se rapproche. Hein? Je viens de parler à la tour de contrôle et j'ai mon autorisation d'aller atterrir sur la piste 24 gauche à l'aéroport de Dorval. Je l'appelle encore l'hôpital, pas l'hôpital, mais l'aéroport de Dorval. Et là, on descend vers les professions réglementées au Québec. La réglementation professionnelle au Québec a basé ses processus de reconnaissance historiquement, là, principalement sur des apprentissages formels. Il faut un diplôme. Jusqu'en 1994, si tu n'as pas le bon diplôme, tu refais le diplôme. En fait, tu fais le diplôme québécois, même si tu as déjà eu des choses. En 1994, le législateur est intervenu et en passant, c'est là que je suis arrivé dans le système professionnel, en 92-94. J'ai participé à ce projet de loi-là à l'époque. On a imposé aux ordres professionnels d'aller regarder autre chose, c'est-à-dire la vie de la personne, son expérience de travail, d'autres formations, ce qu'elle est, non pas ce que son diplôme est ou n'est pas, ce qu'elle est, cette personne, incluant le bout de diplôme qui n'est pas complet, mais incluant aussi, ajoutant son expérience de vie, son expérience de travail. Alors, donc, les ordres professionnels n'ont pas eu le choix de s'ouvrir et au fil des ans, encore un peu plus, parce qu'on met ça dans une loi, mais comment on fait ça? Alors, ça a pris une dizaine d'années avant que tous les ordres professionnels aient enfin des normes d'équivalence de la formation, c'est-à-dire autre chose qu'un diplôme. Ça a pris une dizaine d'années après l'entrée en vigueur de cet article-là. Donc, c'est pour vous dire que ça prend du temps quand même dans les processus, dans les méthodes. Alors, on s'ouvre à d'autres types d'apprentissage. Quand je parle d'autres types d'apprentissage, vous le savez, il y a le formel, l'informel, le non-formel et tout au long de la vie. Maintenant, clairement apparent dans la Convention de l'UNESCO et qui vous les explique ces concepts-là. C'est très intéressant. Donc, au fil du temps, on a ajouté des dispositions au cadre juridique sur certains principes en matière d'admission et de reconnaissance pour être sûr que le message soit clair. Des obligations de formation des ordres sur la reconnaissance des qualifications qui ont été des obligations qui ont été mises en place dans la loi en juin 2017, donc c'est assez récent. Et aussi, et ça c'est un petit plaisir personnel, sachant bien que la Convention de l'UNESCO s'en venait en 2019 et que l'UNESCO préparait certains instruments complémentaires, on a incorporé dans le Code des professions du Québec, qui est une première pan-canadienne, soit dit en passant, il faut être fier, des solutions de rechange à la documentation lorsqu'elle n'est pas disponible. Donc, une façon de penser, une façon de s'autoriser à regarder autre chose que le papier que l'on demande habituellement pour attester de quelque chose. Donc, on va regarder des solutions de rechange. Est-ce que c'est des examens? Est-ce que c'est des entrevues? Est-ce que c'est d'autres types de documents qui nous soumettent ou nous attestent de la même information que le document que l'on exige habituellement dans telle ou telle forme? Je pense que l'on est mûr au Québec, puis l'ouverture est là. Je dois vous dire qu'il y a une nouvelle génération au sein des ordres professionnels. On a quelqu'un ici dans la salle que je ne vais pas pointer tout en la pointant. Mais pour avoir œuvré pendant une trentaine d'années dans le système professionnel, j'ai bien vu que depuis 5-6 ans, il y a une nouvelle génération de responsables au sein des ordres professionnels, de responsables de l'admission. Les gens avant n'étaient pas mauvais, mais bon, peut-être qu'on était dans certaines habitudes. Là, il y a une ouverture, il y a une volonté de faire des choses. Je sens un mouvement. Et par contre, ce n'est pas seulement que par les individus que ça passe, c'est aussi par les approches. Alors, je pense qu'il est temps pour le système professionnel de basculer dans l'approche par compétence, de ne pas écarter complètement les acquis formels, hein, les diplômes et tout, mais de fusionner ça à un ensemble de réalités et qu'on passe par l'approche de la compétence. Mais là, par contre, il faut au Québec des outils sur lesquels s'adosser. Il faut, comme société, comme système d'éducation et système d'emploi, il faut un cadre de qualification québécois. Le Conseil supérieur de l'éducation l'a proposé. Ce n'est pas un référentiel de compétences comme la Commission des partenaires du marché du travail veut faire, là. On parle d'un cadre de qualification, c'est-à-dire de bien camper les niveaux de responsabilité de type d'acquis
et qu'on ait un langage commun pour se reconnaître un peu en termes de c'est quoi le niveau d'autonomie de telle personne quand elle a telle formation ou tel travail. Alors, le cadre de qualification va aider les ordres professionnels, va aider le monde de l'emploi, va aider tout le monde à se retrouver quelque part. Chacun a son rôle, chacun a ses finalités, que ce soit pour la poursuite des études, l'intégration en emploi ou l'intégration dans une profession ou un métier réglementé. Chacun a sa finalité, mais quelque part, on va se retrouver avec un cadre de qualification québécois. On voit que, et on va pousser plus loin pour une plus grande prise en compte des apprentissages sous toutes ses formes. Je sais qu'il y en a qui sont plus difficiles à capter pour la protection du public, les apprentissages tout au long de la vie. Oui, mais ce que je dis souvent aux hommes professionnels, quelquefois l'expérience de quelqu'un dans un certain domaine peut te rassurer sur une zone de doute que tu peux avoir lorsque tu analyses une expérience de travail ou un diplôme ou une formation. Alors, c'est pour ça qu'on prend la personne dans sa globalité pour faire de la reconnaissance. Et aussi, il faut une prise en compte des autres dispositifs de reconnaissance. On parlait des évaluations comparatives. En passant, la plupart des règlements des ordres professionnels ont maintenant été modifiés. On ne mentionne plus uniquement le ministère de l'Immigration et son évaluation comparative des diplômes. On dit une évaluation comparative des diplômes, en autant que l'ordre soit... Puis ça, c'est en passant, je vous le dis, la petite anecdote, c'est moi qui ai forcé pour mettre ce petit qualifiant, en autant que l'ordre soit satisfait des méthodes de l'entité qui a procédé à l'évaluation comparative. Alors, bien entendu, en toute logique et cohérence, en arrière, je dis qu'il faut qu'il soit membre de l'Alliance. Puis il faut qu'il adhère au cadre de qualité. Sinon, où allons-nous? Alors voilà. Donc, on reconnaît quand quelque chose a été déjà évalué, bien, on ne va pas recommencer, à moins que la finalité ait été à ce point différente qu'il est préférable de poser soi-même le regard sur la chose. Et on voit, il y a plusieurs ordres professionnels qui s'engagent dans des expérimentations, dans l'exploration de nouvelles approches, de nouvelles méthodes. C'est très intéressant le bouillonnement qu'il y a là. Et après 16 ans comme commissaire, je pense qu'on peut dire, je n'en porte pas un crédit là-dessus, je pense qu'il y a un effet aussi de génération, et puis il y a un langage, puis un propos de société aussi qui est convergent, qui est dominant. Bien, on veut revoir les choses, on veut mieux faire les choses. Et ça va être au bonheur de tous. Ce qu'on a observé au fil des ans, c'est encore un peu présent, puis c'est un risque en passant, pas seulement pour les ordres professionnels. Je peux vous mentionner des cas d'établissements d'enseignement. Je nomme personne, mais il y a des établissements d'enseignement. Allez voir nos rapports, vous allez comprendre. Sur le site québec.ca, tapez « Commissaire à l'admission aux professions », vous allez voir nos rapports. Tous les acteurs de l'admission, qu'ils soient ordres professionnels, établissements d'enseignement, milieux de stage et autres, sont susceptibles d'être affectés par ces phénomènes. Premièrement, une compréhension insuffisante ou erronée ou tronquée des principes et concepts, de même que des textes juridiques. Qu'est-ce que l'égalité? Qu'est-ce que l'équité? Qu'est-ce que la protection du public, l'équivalence? Il y a aussi le développement des capacités des acteurs. Certains ne sont pas suffisamment en bonne connaissance des enjeux et des méthodes pour pouvoir exercer le rôle qu'ils exercent. Et ça se voit partout, partout. On a fait une intervention à un moment donné pour les ressources humaines dans le réseau de la santé, puis on s'est dit, ces dossiers compliqués devraient avoir une entité centrale au sein du ministère de la Santé pour les gérer, parce que là, le CIUS, en tout cas, l'entité régionale du réseau de la santé de telle région, les ressources humaines, ils ne savent pas comment prendre des profils atypiques comme ça. Et on a vu, dans un cas assez étonnant, on a vu, la personne avait appliqué partout en passant, elle avait postulé partout au Québec. Donc, on a vu les réactions de tous les services de ressources humaines du réseau de la santé d'un coup sur un même cas. On s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des gens qui ne sont pas équipés, et est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est dans telle région, qu'on la forme pour prendre des dossiers complexes, atypiques de professionnels venant de l'étranger? Peut-être pas. Alors, il va falloir y penser. Aussi, le deuxième phénomène, c'est une vision ancrée dans une perspective essentiellement locale. Ce que l'on connaît est nécessairement bon. Puis ça, en passant, là, c'est une dynamique humaine. Il ne faut pas accabler qui que ce soit, là, que ce soit une université, un collège, un milieu de travail ou un ordre professionnel.
c'est une tendance humaine, un risque associé au fait d'être humain. Et malheureusement, il y a une connaissance insuffisante ou une incompréhension de ce qui se fait ailleurs. J'ai entendu quelqu'un, dans un reportage récent sur l'intégration dans une certaine profession, qui a dit « Bon, on ne les connaît pas, ces diplômes-là. Or, ce personnage, son travail, c'est de les connaître. Est-ce que tu fais l'effort? » Eh bien, voilà. Alors, c'est le documentaire sur les infirmières étrangères. Puis, il n'est plus là, l'ancien vice-doyen de... non, pas le nom, les médecins, pas les infirmières, les médecins. Et c'est l'ancien vice-doyen de la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke. Quand je l'ai entendu dire ça, j'étais chez moi, je dis, mais c'est parce que c'est ton travail. Peux-tu faire ton travail, là? Au lieu de dire, je ne connais pas. Bien, apprends à connaître. Parce que quand on connaît, on reconnaît. C'est une petite formule, mais bon. Alors, il y a des enjeux et des risques documentés autour de la reconnaissance des qualifications et c'est important de bien les saisir et d'avoir le souci de les détecter et de les régler. Il faut à chaque fois justifier les conditions et les processus. Lorsqu'on impose quelque chose à quelqu'un, que ce soit un stage, un examen, une formation, il faut que ce soit justifié. Quel est l'objectif poursuivi? Et est-ce qu'il s'agit du bon moyen pour atteindre l'objectif d'apprentissage ou de rehaussement du profil de la personne pour pouvoir agir en contexte québécois? Alors, et les processus aussi. Des fois, on multiplie, là, et puis on ne prend pas le recul, et puis on se dit, on ne prend pas l'occasion de se dire, si je recommençais, est-ce que ça se ferait comme ça? Et j'ai vu dans certaines professions, on a tout simplement ajouté des étapes. On n'a jamais touché à ce qui était sédimenté déjà, là. On rajoutait par-dessus. Alors, il faut porter attention à ça. La cohérence, l'adéquation et l'interprétation aussi des cadres juridiques et des politiques. La logique des choses. Pour un même diplôme, il fut un temps, l'Ordre des ingénieurs, un diplôme de maîtrise à l'École polytechnique, donnait un crédit de 6 mois de stage à des gens formés ici, mais rien à des gens formés ailleurs qui avaient fait cette maîtrise à l'École polytechnique à Montréal. Alors, j'ai dit à l'Ordre, quelle est ta cohérence? Quelle est ta logique? Ce diplôme-là donne quelque chose à quelqu'un, reconnaît à tous qui l'ont obtenu la même chose. Alors, les choses ont changé. Mais voilà, prendre du recul. Quelquefois, on est dans les opérations, puis en passant, l'ordre professionnel, l'établissement d'enseignement, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, peu importe l'organisation, le facteur humain fait que quelquefois, on prend des habitudes, on ne prend pas de recul, et puis ça devient, et puis là, pouf, un petit scandale, et puis on se réveille. Alors malheureusement, le facteur humain, il va falloir le gérer un peu plus dans les organisations, surtout quand ce facteur humain affecte les décisions sur d'autres êtres humains. Alors, les messages principaux, et je termine là-dessus, tout ce que nous disent les instruments internationaux, les bonnes pratiques et la réalité terrain, et la finalité même du processus, c'est que la personne est le point de départ. Les compétences et les qualifications et les aptitudes sont des attributs de toute personne. Ça lui appartient. On ne peut pas dire à quelqu'un, je ne veux pas t'avoir, je ne t'aime pas, donc je conclus que tu n'es pas compétent. Ça va me donner un paravent pour ne pas t'avoir. Non, le droit à la reconnaissance, c'est j'ai des qualifications, vous devez me les reconnaître. Donc, ça ne peut pas être refusé de manière discriminatoire ou frivole. C'est pour ça que le droit à la reconnaissance est un droit individuel tout aussi fondamental que d'autres. Et l'équité, ça appelle à prendre en compte tous les types d'apprentissage. Les instruments internationaux nous le disent, mais l'équité de bon sens de tous les jours. Regardez la personne, tout ce qu'elle a pu acquérir, faites-en un tout et de se dire, je suis en confiance, cette personne-là a ce qu'il faut pour pouvoir exercer dans notre profession, avec les risques que ça comporte et dans le contexte québécois. Et moi, j'aime bien dire, là, je vais la peaufiner, là, mais je la sors comme ça. Les apprentissages sont le minerai à extraire de la mine démographique qu'est la population. Il y a des choses enfouies dans les individus. Il faut faire l'effort d'aller chercher
tous ces éléments de compétences, de les faire ressortir, de les combiner et de voir comment ça vient soutenir certaines actions, certains gestes, certains jugements qui se retrouvent dans un acte professionnel. Alors, et les moyens de la reconnaissance doivent s'inscrire dans l'exercice de ce droit fondamental. Et les moyens, ils sont variés, tout comme les types d'apprentissage. Évaluer un diplôme, c'est une méthode. Évaluer des acquis non formels ou informels ou tout au long de la vie, c'est une autre méthode. Mais les deux nous amènent à reconnaître des choses qui construisent une qualification. Alors, les moyens peuvent être variés. Il n'y a pas de méthode unique et universelle. Tout le monde recherche ça, là. Il n'y a pas de dispositif unique et universel. Chacun a sa finalité, que ce soit pour l'admission pour poursuite des études, que ce soit pour l'intégration au marché du travail, que ce soit pour l'intégration à une profession, à un métier réglementé. Il y a des regards qui s'ajustent, qui sont légèrement différents. Donc, ce n'est pas incongru qu'il y ait plusieurs dispositifs selon l'objectif de la personne. Alors, mais il faut que les moyens et les dispositifs se parlent, comme les apprentissages se parlent au sein d'une même personne. Merci. Là, je vais vous demander des ovations pour M. André Gariepi. Merci. Et comme l'humain est au centre, ça a été tellement bien dit, de cette reconnaissance des acquis, on a madame qui a travaillé, qui a fait un doctorat sur un cas pratique, celui des médecins, des infirmières immigrées ici au Québec. À vous la parole, Corinne. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je viens des régions. Je viens de Québec. Parce que c'est souvent Montréal qui est très représenté. Puis moi, j'aime ça dire que je viens de Québec, qui est mon dernier port d'attache. Vous entendez que je ne suis pas née ici. Donc, je fais partie de ces femmes immigrantes aussi qui sont arrivées au Québec. Et moi, je suis arrivée il y a bien longtemps, donc c'était pas dans un système de demande de résidence permanente comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne serais pas sélectionnée et aujourd'hui, je ne pourrais pas venir au Québec. Mais je suis venue m'installer avec mon conjoint et mes 2 enfants et on paye des impôts, on travaille fort. Je vais vous parler de... C'était mon petit édito. Je vais vous parler de reconnaissance des compétences des personnes immigrantes en prenant le cas des infirmières diplômées hors Canada. Quelques éléments, quelques résultats de ma thèse que j'ai déposée, que j'ai soutenue en 2022. C'est très complexe. On l'a vu avec les premiers intervenants. On a plusieurs niveaux de reconnaissance, évaluation. Il y a tout un vocabulaire autour de ça qui n'est pas forcément clair et qui ramène à des définitions très, très précises et des étapes très précises aussi dans la reconnaissance des compétences, la reconnaissance des acquis, l'évaluation des connaissances. Et puis là, on parle au niveau institutionnel. Moi, je vais l'amener aussi au niveau individuel et dans les organisations quand les gens travaillent, parce que ça ne suffit pas d'avoir le permis d'exercice, qui est une reconnaissance institutionnelle, mais est-ce que nos collègues nous reconnaissent comme compétents et compétentes? Ça, c'est encore autre chose. Donc, on l'a vu, hein, la mobilité internationale, ça a un poids dans la reconnaissance des compétences. Je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut ajouter aussi les statuts migratoires. Donc, les statuts migratoires des personnes immigrantes font en sorte qu'elles vont pouvoir ou pas suivre des études, donc pouvoir faire une reconnaissance. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup sur les parcours. On a un système professionnel, comme l'a dit Maître Gariepi, qui s'est adapté au contexte d'immigration depuis 1994 et notamment depuis 2010 avec les dernières modifications.
Et on a vu aussi, je vais vous en parler, la complexité du processus de reconnaissance des compétences et l'exercice de sa profession. Donc ça, c'est mon contexte qui va m'amener à la multiplicité des acteurs institutionnels dans un parcours de reconnaissance des compétences, des acquis, pour pouvoir exercer une profession réglementée au Québec. Donc, on va commencer avec le gouvernement. On a les statuts migratoires, on a 2 paliers qui vont déterminer si une personne et comment cette personne va venir travailler, s'installer au Québec. Donc, le Canada puis le Québec vont, selon leurs compétences, donner ces autorisations-là. Donc, des personnes immigrantes vont arriver avec un statut permanent qui donne les mêmes droits et obligations que les Québécois canadiens, et des personnes qui arrivent avec des statuts temporaires qui limitent leurs droits pour exercer une profession ou pour aller suivre des formations, notamment retourner aux études, faire un bac ou une maîtrise. On a les ententes internationales sur la mobilité professionnelle. Je ne reviendrai pas sur ce qui a déjà été dit, mais moi, j'ai beaucoup regardé l'entente des France-Québec et notamment les arrangements de reconnaissance mutuelle, puisque j'étudiais les professions de médecins et d'infirmières qui sont concernées par ce qu'on appelle, par leur petit nom, les ARM. Et vous allez voir que ça facilite quand même beaucoup l'accès à une profession. Ensuite, on a les ordres professionnels. 46 ordres professionnels qui réglementent 55 professions. Je regarde Maître Gariepi, c'est toujours intimidant d'être avec lui parce qu'il a le savoir. Donc, 45 ordres professionnels, 46 ordres professionnels qui régissent 56 professions, dont la moitié sont dans le domaine de la santé, quand même, qui vont s'occuper de reconnaître les compétences et délivrer le permis d'exercice de la profession. Pour délivrer un permis d'exercice de la profession, il va falloir faire une demande auprès de l'ordre professionnel concerné qui va étudier le dossier et qui va délivrer une prescription dont parlait Madame tout à l'heure. La prescription, c'est comme chez le médecin. Donc, on va dire, il faut que tu fasses un stage, une formation complémentaire, t'inscrire à telle formation, etc. Et ça amène des enjeux. Parce que selon l'endroit où on habite au Québec, bien, les formations ne sont pas offertes partout. Selon l'université où on va devoir aller suivre des cours complémentaires pour répondre à la prescription, on ne va pas forcément avoir la possibilité de faire ces cours-là dans une seule session. Ce serait trop simple. Donc, parfois, c'est un premier cours qui est un préalable dans une session, le deuxième cours qui suit ce cours-là dans la deuxième session, etc., etc. Donc, des personnes qui ont peut-être 4 cours à suivre vont peut-être devoir faire ces 4 cours sur 4 sessions. Donc, ça va augmenter le temps. Vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question tout à l'heure de combien de temps ça prend. En fonction de ces éléments-là, ça va pouvoir prendre plus ou moins longtemps. Un cas que je connais mieux que celui de Montréal, celui de l'Université Laval, on a un programme qui s'appelle Programme d'intégration aux ordres professionnels. J'avais travaillé sur un projet pilote il y a quelques années là-dessus. Et on a à peu près une centaine d'étudiants et étudiantes qui s'inscrivent par année dans ce programme-là. Ces personnes inscrites ne font partie d'aucune cohorte. Donc, c'est comme un peu des électrons libres dans les facultés et sont liés justement à ces possibilités d'avoir les cours qui sont des préalables ou qui doivent être pris dans un rythme qui est obligatoire dans certaines formations. Et donc, il n'y a pas de... On traite tout le monde de façon égale ou équitable. Donc, il n'y a pas de passe-droit pour les personnes immigrantes qui sont dans le programme d'intégration aux ordres professionnels. Donc, c'est très compliqué pour ces personnes-là de pouvoir se mettre à niveau rapidement, d'être intégrées dans une faculté ou dans une cohorte, parce que comme personne ne fait partie de ces cohortes-là, il y a peu aussi de communication ou d'intégration qui va se faire avec les autres étudiants et étudiantes. Donc là, on a une dimension sociale, une dimension d'intégration sociale qui est importante.
Les établissements d'enseignement, donc comme je vous disais, des programmes spécifiques de mise à niveau. À l'Université de Montréal, si je ne me trompe pas, il y a des programmes qui sont quand même destinés aux personnes immigrantes qui veulent faire une reconnaissance. Je pense qu'il y a la faculté de droit qui offre quelque chose à l'UDM. Et je pense que oui. Et puis, oui? C'est quoi, nous aussi? En sciences infirmières. Oui, en sciences infirmières. Ah oui, c'est ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fonction de l'endroit où on est ou de l'université où on va aller suivre ses cours, on va avoir la possibilité ou pas de le suivre. Parce que, par exemple, si on est à Québec, il n'y a pas de formation, il faut aller à Montréal pour faire cette mise à niveau-là. Donc, vous voyez que on a vu le macro là, avec le gouvernement, les reconnaissances, le système professionnel, mais au niveau humain, au niveau individuel, bien, il y a des enjeux, il y a des défis qui viennent s'ajouter si on n'est pas au bon endroit. Donc, on ne s'étonnera pas que la majorité des personnes immigrantes vont s'installer à Montréal parce que c'est là aussi qu'il y a plus de possibilités pour pouvoir faire sa mise à niveau ou suivre les stages. Et puis, il y a la maîtrise du français. On est à Québec. On est au Québec, pardon. Donc, il faut absolument maîtriser le français. Et ça peut être une barrière pour certaines personnes parce que moi, dans les résultats de ma thèse, j'ai étudié les parcours migratoires de reconnaissance et d'intégration dans la profession. Et dans chacun de ces cheminements-là, dans chacune de ces trajectoires-là, on demande à la personne immigrante de prouver son niveau de français. Donc, on fait une demande de résidence permanente, on a un examen de français. On fait une demande de reconnaissance de compétences en fonction de certains établissements d'enseignement. On demande un niveau de français. À l'université, on demande un niveau de français. Et pour avoir le permis, l'OQLF demande de réussir l'examen de français. Donc, ça fait beaucoup pour certaines personnes, au bout d'un moment, qui disent « ça va faire, là, je l'ai prouvé que je savais parler français correctement ». Mais c'est à chacune de ces étapes-là, la maîtrise du français est demandée. Puis je fais une petite parenthèse là, mais pour les médecins, c'est extrêmement élevé le niveau de français qui est demandé pour rentrer dans les programmes de jumelage pour faire la résidence. C'est l'ordre professionnel qui demande, en fait, c'est les facultés qui demandent le niveau de français le plus élevé parmi tous les ordres professionnels du test de français international. Donc, l'OQLF, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est les acteurs institutionnels. Donc, vous voyez qu'il y en a du monde qui va travailler autour de la reconnaissance des compétences, des acquis de ces personnes-là, qui sont des professionnels formés à l'étranger, qui ont souvent une expérience professionnelle, qui ont un diplôme, qui ont exercé dans leur pays d'origine. Donc, même une fois que l'exercice de reconnaissance est terminé et que le permis est obtenu, ce ne sont pas des juniors qui arrivent dans les entreprises ou dans les établissements de santé. Ce sont des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, mais souvent sont considérées comme des juniors. Donc, dans les milieux de travail, ça va être parfois de faire reconnaître auprès des collègues ces compétences-là, parce que on va leur dire « oui, mais tu viens juste d'arriver, donc tu ne connais pas le métier. » Oui, mais c'est parce que j'ai de l'expérience professionnelle dans mon pays d'origine. J'ai fait une formation complémentaire ici pour me mettre à niveau et pour savoir comment ça se passe ici. Et donc, je suis une personne compétente. Je ne suis pas quelqu'un qui sort tout juste de l'école et qui n'a pas d'expérience professionnelle. Puis ça, c'est parfois pas facile auprès des collègues, auprès de la hiérarchie, auprès de la clientèle ou de la patientèle. Je travaille actuellement sur un projet de recherche sur les infirmières diplômées hors Canada qui sont recrutées par le gouvernement Legault depuis 2022. Et j'ai rencontré des infirmiers et des infirmières qui sont en formation en ce moment au Cégep pour faire la formation longue d'1 an. Et ces personnes-là travaillent comme préposées aux bénéficiaires en attendant de pouvoir exercer leur profession. Ces personnes arrivent avec un permis d'étudiants internationaux. Ils arrivent dans un programme qui est structuré par le ministère de l'Immigration.
Ils ont des petites subventions, des petites bourses pour pouvoir vivre. Et s'il y a un échec, ils sont sortis du programme. Donc, c'est des personnes qui sont très vulnérables et dans les emplois aussi, sont très vulnérables parce qu'ils ne connaissent pas toujours leurs droits, ne savent pas toujours comment ça va se passer. Et ces personnes qui travaillent souvent en CHSLD ont affaire à une patientèle qui est parfois en déclin cognitif. Ce sont des personnes qui viennent d'Afrique de l'Ouest, pour la plupart, en tout cas celles que j'ai rencontrées. Donc, c'est des personnes noires qui sont en région où on n'a pas toujours été confronté à la différence culturelle. Donc, l'accueil de ces personnes-là est parfois très difficile. Donc, je ne veux pas avoir un message misérabiliste. Là. Il y a des gens qui fonctionnent très bien, pour qui ça va très, très bien, mais il faut prendre en considération quand même qu'il y a tout un parcours migratoire, il y a une vulnérabilisation des personnes immigrantes sur ce type de programme-là, de par leur statut migratoire, de par la longueur des études à réaliser. C'est un programme de 3 ans, normalement, qui est condensé en 1 an. Donc, c'est très, 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 très intense. Et c'est des enjeux, là, puis c'est beaucoup, beaucoup d'investissement pour les personnes qui arrivent ici pour travailler dans les services sociaux, dans les services de santé au Québec. Alors, on va regarder le cas des infirmières diplômées hors Canada. Pour illustrer tout ça, j'essaie de faire un schéma qui est à peu près clair, là. Donc, à gauche, on a une voie qui est celle qui est liée à l'entente France-Québec, donc avec les arrangements de reconnaissance mutuelle qui ont été signés entre l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre national des infirmières françaises et le ministère de la Santé et du Sport français. Et il a été établi que les personnes qui répondent aux critères établis dans l'arrangement de reconnaissance mutuelle ont un stage de 75 jours à faire en établissement de santé. Puis ensuite peuvent avoir leur permis de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Sinon, l'Ordre des infirmiers et des infirmières du Québec va analyser les dossiers des personnes qui ne viennent pas avec l'arrangement de reconnaissance mutuelle et va délivrer 2 types de prescriptions. Soit un stage de 40 jours à faire dans un établissement de santé, soit retourner faire des études au cégep pour avoir en soins infirmiers. Ça peut durer, la durée est dépendante de l'expérience professionnelle et du diplôme qui a été obtenu. Donc, l'AEC, c'est des cours, mais c'est aussi des stages à faire dans des établissements de santé. Et une fois que soit le stage de 40 jours, soit le cégep est terminé, doit faire l'examen de l'Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec avant de pouvoir recevoir leur permis d'exercice. Donc, les résultats de ma thèse font que les personnes qui viennent avec l'entente France-Québec, l'arrangement de reconnaissance mutuelle, ça prend 75 jours pour obtenir le permis. Et pour les autres personnes que j'ai rencontrées, ça a pris entre 1 an et 4 ans. Puis, il y a des personnes, donc des infirmiers, des infirmières, qui ont lâché en cours de route parce que c'était de l'investissement financier, elles ne pouvaient pas, c'était des femmes monoparentales. Celles qui ont arrêté, je dis celles parce que ce sont toutes des femmes, c'est des femmes qui ont été touchées par ce parcours-là qui a été plus compliqué pour elles. Et elles se sont rabattues sur l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Donc, elles ont passé les examens, réussi les examens et eu le permis. Il y en a une qui a échoué 3 fois à l'ordre professionnel, à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, qui est retournée faire un DEC. Et quand j'ai fait la 2e entrevue avec elle, je lui avais demandé de me donner des nouvelles. Et finalement, elle m'a écrit pour me dire « Je suis retournée au cégep, je fais un DEC en soins infirmiers parce que je veux montrer à mes enfants qu'on va réussir à s'installer au Québec et à travailler dignement. » Donc, ce sont des épreuves qui s'enchaînent les unes après les autres, que les infirmières diplômées hors Canada doivent réussir successivement, pouvant mener certaines à l'exclusion du parcours de reconnaissance de compétences et de l'exercice de la profession,
Mais il y en a pour qui ça fonctionne très bien. Hein. Je le rappelle, là, je donne des éléments qui ne sont pas très gais, mais il y en a pour qui ça fonctionne. La situation des femmes dans le processus d'admission et de reconnaissance des compétences est quand même particulier parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent, qui sont monoparentales, ou il y en a qui deviennent monoparentales en arrivant ici parce que plusieurs divorcent, malheureusement. La signature d'entente entre gouvernements et établissements en amont du processus de reconnaissance des compétences et qui prennent en considération les statuts migratoires, les expériences professionnelles antérieures et la formation initiale facilite grandement le processus et le raccourcit considérablement. Je l'ai vu aussi pour les médecins. Et finalement, des politiques publiques d'immigration ont un impact majeur sur le sentiment d'inclusion des personnes immigrantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Corinne Godert. Là, vous avez mis déjà le doigt où ça fait mal. On va en parler au panel 3, notre regard féministe sur ces enjeux de reconnaissance des acquis. Mais on va continuer avec Monsieur Daniel Laurin pour le compte de la RAC et puis de l'universalité des universités. C'est ça? Oui, oui. Bienvenue, Monsieur Daniel. Bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité au nom du BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire. Je suis venu ici pour vous parler de RAC, reconnaissance des acquis. Comme on l'a dit avant mon ovation, André, je suis un spécialiste, conseiller expert en RAC, d'abord et avant tout. Alors, je ne parlerai pas beaucoup des cadres juridiques, des cadres légaux, etc., mais je vais essayer de jeter un regard, un éclairage, si on veut, sur ce qu'est la reconnaissance des acquis et des compétences, et surtout en milieu universitaire, parce que c'est un phénomène qui est mal connu, qui est peu connu, et il y a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années. Alors, je voudrais faire part un peu de où est-ce qu'on en est. Donc, pour ça, le titre, un regard actuel qui va nous permettre de se mettre à jour sur l'état de la situation par rapport à la RAC à l'université. La RAC à l'université, c'est un morceau, si on veut, d'un grand puzzle de la reconnaissance au Québec. J'en parlais à un moment donné récemment avec nos amis Qualification Québec, qui, eux, accueillent des personnes immigrantes et cherchent à les aiguiller à travers ce système-là vers les meilleures ressources pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de qualification dans le cadre du marché du travail au Québec. Et puis, comme vous voyez, il y a beaucoup d'acteurs, mais je vais y revenir. Donc, ce que je vous propose rapidement, en bon universitaire, j'ai un petit plan de match. On va faire une mise en contexte. Donc, durant les dernières années, qu'est-ce qui a donné lieu à des actions affirmatives, des actions structurelles, si on veut, en matière de RAC à l'université? On va regarder quelques chiffres. Donc, qui profite de la RAC? Comment ça se passe? Quels sont les impacts de la RAC? On va voir le financement rapidement, qui est une donnée quand même assez importante, pour ensuite passer à la période de questions. Donc, mes amis à Qualification Québec m'ont prêté ce petit schéma qui illustre justement pour les personnes immigrantes qui arrivent le système de Qualification Québec. Donc, tout ce qui touche la reconnaissance quand on arrive ici, mais on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et il y a autant d'acronymes qu'il y a d'acteurs dans tout ce système. C'est un écosystème. C'est sûr qu'on parle toujours de RAC, reconnaissance des acquis et des compétences, mais le terme RAC lui-même, c'est le terme qui désigne la reconnaissance des acquis en contexte scolaire québécois. Ça, c'est le terme RAC. En dehors de ça, il y a beaucoup d'autres acronymes, et souvent, on va mettre ça dans l'ensemble, on va dire, bon, on parle de la RAC, mais généralement, la RAC, c'est réservé, vous voyez ici, au point 2. Donc, reconnaissance des acquis et des compétences en établissement scolaire, que ce soit au secondaire, en formation professionnelle, en formation générale des adultes, que ce soit au cégep, en formation technique, ou à l'université, dans les différents programmes qui sont offerts. Donc, on ne fera pas le tour, mais vous voyez que c'est quand même un univers assez complexe, mais je vais quand même, moi, de mon côté, focuser surtout sur le point 2. Donc, la RAC, qu'est-ce que c'est?
La RAC à l'université, on a fait des travaux avec le ministère et avec nos partenaires universitaires pour définir ce qu'est la reconnaissance des acquis des compétences. Il y a des petites nuances à l'université par rapport aux autres ordres d'enseignement, mais essentiellement, c'est un processus qui permet aux personnes de démontrer leurs acquis d'apprentissage et de les mettre en comparaison avec un référentiel de programme, donc un programme d'études. Donc, la RAC à l'université, ça se passe toujours en lien avec un programme d'études et non pas une qualification professionnelle ou d'autres types d'équivalence. C'est toujours à l'égard des programmes d'études qui sont dispensés par les établissements d'enseignement. Il y a deux types de RAC, et c'est là que ça vient croiser un peu les discussions qu'on a un petit peu plus tôt ce matin. La RAC aux fins d'admission. Donc, la RAC aux fins d'admission permet justement de faire valoir des acquis qu'on a pu obtenir ailleurs pour être admis dans les programmes d'études universitaires ou collégiaux. C'est un peu le même principe. Donc, si on ne rencontre pas nécessairement, si on n'a pas le diplôme qui est prévu comme norme d'admission dans un programme, mais il y a d'autres voies d'accès au programme, et c'est là qu'on parle de mobilité internationale, c'est là qu'on parle des conventions de Lisbonne, où on parle vraiment d'une mobilité et de l'accessibilité aux études supérieures, même si on est dans un projet migratoire. Et l'autre RAC, dont on entend plus souvent parler, c'est la reconnaissance des acquis des compétences, donc aux fins d'optimisation de parcours, ce qui veut dire, on appelle souvent ça aussi l'octroi de crédit, donc faire valoir des acquis d'apprentissage qu'on a déjà réalisés ailleurs, en contexte formel, non formel ou informel, pour se faire reconnaître des crédits à l'intérieur du programme. Donc, à l'université, on appelle ça optimisation de programme, qui permet justement de moduler le programme, de dispenser la personne d'avoir à faire des apprentissages qu'elle a déjà faits. Donc, on vient moduler le programme, on vient octroyer certains crédits pour des cours, des stages, pour adapter le programme aux besoins réels de la personne en fonction de son cheminement antérieur et des apprentissages qu'elle a déjà réalisés. Donc, c'est des définitions un petit peu générales, mais ça donne quand même le ton sur la définition de la RAC à l'université. Et je voulais vous parler un petit peu de l'évolution. Donc, dans les dernières années, je dirais même dans les dernières 15 ans, il y a quand même beaucoup de travaux qui ont été faits dans le réseau des universités québécoises sur la question de la RAC. Il y avait beaucoup d'enjeux, donc ils sont reconnus depuis longtemps. Et même avant 2018, il y avait un groupe de réflexion et d'action sur la reconnaissance des acquis dans le réseau des universités du Québec, qui ont fait des travaux, qui ont fait des analyses, qui ont fait des études, et éventuellement, ils ont même créé un groupe de travail interuniversitaire, donc qui incluait l'ensemble des universités, pour déposer en 2016 au gouvernement une première demande de financement, donc pour aider les universités à mettre en place des dispositifs et des ressources pour pouvoir offrir des services de RAC plus complets dans plus de programmes à l'ensemble de la population étudiante. Donc, cette première demande a plutôt mené à la création d'un sous-groupe de travail. Donc, le ministère est revenu en 2018, a octroyé, si on veut, une allocation sur 5 ans aux universités et au BCI pour mettre en place un groupe de travail sur la RAC et faire un état des lieux, faire des travaux pour préparer le terrain à une action politique, une action gouvernementale pour soutenir les universités. Donc, on a créé le groupe de travail, le sous-groupe de travail qu'on va appeler le GTRAC, le groupe de travail sur la RAC, au Comité des affaires académiques, au BCI. Le Comité des affaires académiques, c'est essentiellement un comité où siège un représentant de chaque université, donc un vice-recteur académique de chaque université, il y en a 20 au Québec, donc c'est mes patrons. J'ai 20 patrons-patronnes. Alors, on a créé ce groupe de travail-là en 2018, justement pour entreprendre des travaux qui vont être structurants et qui vont permettre aux universités de, on peut se le dire, rattraper un peu le temps perdu dans les dernières années par rapport à la RAC. Et le BCI, c'est un de nos nombreux mandats. On est vraiment un forum d'expertise, donc on a plusieurs équipes d'experts et on soutient les universités, surtout dans un climat de concertation. Donc, tous les comités au BCI, tous les groupes de travail sont constitués de représentants des établissements d'enseignement qui viennent ensemble pour s'entendre, discuter et voir comment prioriser des actions.
Donc, dès le début de nos travaux, on a fait quand même beaucoup de travaux, mais je vous donne quelques exemples d'actions qui ont été entreprises par le groupe de travail sur la RAC. On a fait d'abord un inventaire sur les pratiques. Donc, on a fait une tournée des établissements pour faire un état des lieux. Qu'est-ce qui se passe en reconnaissance des acquis dans les universités, dans quel programme, etc. Donc, aller chercher un ensemble de données qui nous permettent de dresser un premier portrait et en même temps aller identifier quels sont les besoins des établissements. Donc, si dans certains départements, certaines universités, ils n'arrivent pas à mettre en place les ressources, quelles sont les raisons? Quelles seraient les ressources qu'on pourrait fournir? Quels seraient les besoins des universités en matière de mise en place et diffusion de programmes de RAC? On a fait, ça c'était très important, une étude sur les perceptions. Donc, on a fait affaire avec la firme de sondage SOM pour faire une longue étude sur les perceptions à l'égard de la RAC à l'université. Donc, c'était une étude, il y avait plus de 5500 répondants, en grande majorité donc, de la communauté universitaire, des étudiants, des professeurs, des registraires, des conseillers, etc. Et ça nous a permis de dresser un portrait sur les perceptions. Donc, on sait, quand on fait une étude comme ça, des fois, entre les perceptions et la réalité, il y a un écart assez important et qui peut prendre différentes formes. On pourrait s'en reparler, mais c'est une étude qui a été très, très parlante pour alimenter notre plan d'action. Donc, identifier où sont les problèmes par rapport aux perceptions. Et ça nous a permis notamment, ça nous a forcé à créer un sous-groupe de travail qu'on appelle le sous-groupe de travail pour la valorisation de la reconnaissance des acquis et des compétences à l'université. Et c'est un groupe de travail qui fonctionne toujours depuis 5 ans. Et on fait des actions, on va en voir un petit peu tantôt. On a une communauté de praticiennes et praticiens, donc qui se rencontrent plusieurs fois par année pour discuter des enjeux, pour échanger, des activités de co-développement, donc pour qu'il y ait vraiment une fluidité entre les intervenants de première ligne. Et finalement, il y a un rapport qu'on a commandé, donc qui a été fait par l'équipe de Rachel Bellil sur l'état des connaissances, sur la reconnaissance des acquis à l'université. Donc, c'est une étude qui a été faite à l'international, principalement dans la francophonie, sur la reconnaissance des acquis à l'université, donc pour jeter un regard plus large que juste celui du Québec. Donc, les principaux enjeux relevés, et beaucoup d'entre vous ne seraient pas surpris, essentiellement, l'information sur la RAC à l'université n'est pas disponible. À l'époque, il y avait vraiment un manque d'information. Donc, quand on cherchait même à s'informer, et ça a été confirmé par des chercheurs, par des gens qui travaillaient sur la RAC, l'information sur l'état des lieux, de la reconnaissance des acquis à l'université est très difficile à trouver. C'est une information qui est enfouie, qui n'est tout simplement pas du domaine public. Et il y a peu d'études qui sont faites ou qui étaient faites à ce moment-là sur la reconnaissance des acquis au Québec à l'université. Donc, on voyait des lacunes au niveau de l'information. On a soulevé les méthodes d'évaluation qui sont variables d'un établissement à l'autre, voire d'un programme à l'autre, ce qui est en réalité une nécessité parce que les programmes d'enseignement, la pédagogie universitaire, en fonction de la taxonomie, de la typologie, des apprentissages visés, il faut adapter les méthodes d'évaluation. Donc, on n'évalue pas nécessairement de la même façon dans un programme de santé qu'on le ferait dans un programme de technologie ou en littérature. Donc, ce sont des trucs qui ont été relevés, mais il y a quand même de la place pour avoir des pratiques qui sont plus convergentes, parce qu'il y a quand même des pratiques qui sont quand même assez différentes. La faible notoriété de la RAC, qui est le principal enjeu, donc l'information, la désinformation, la malinformation. Donc, souvent, les gens véhiculent des préjugés ou des idées préconçues par rapport à la RAC en général. C'est vrai dans les autres ordres d'enseignement, mais à l'université, on a vraiment été en mesure de constater qu'il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est un petit peu comment est-ce qu'on est venu à faire ces travaux-là, donc les constats qu'on a faits. Je vais vous présenter quelques chiffres donc, pour compléter le portrait de la reconnaissance des acquis. Excusez-moi. Les données ne sont pas toujours, comme je disais, très, très accessibles, mais à travers nos partenaires universitaires, on est allé chercher un certain nombre de données. Et je me disais que peut-être que certaines de ces données-là seraient intéressantes pour notre public ici. Donc, on a fait en 2023 une petite étude au niveau des données. Il y avait 10 établissements universitaires qui étaient en mesure de collecter et colléger les données sur la RAC, parce que le système le permettait. Et on a fait
une petite moyenne, si on veut. Donc, ce n'est pas des chiffres absolus, mais ça donne une idée du nombre de crédits qui est accordé par établissement. Donc, sur les 10 établissements ensemble, ils ont accordé dans une année scolaire, donc l'année 2022-2023, environ 63 500 crédits en contexte de reconnaissance des acquis. Donc, ça inclut reconnaissance d'acquis scolaires, donc les acquis dans le contexte formel, et reconnaissance des acquis extrascolaires, donc tout ce qui est informel ou non formel. Donc, ça permet d'avoir comme un premier regard sur où est-ce qu'on se situe sur notre point de départ, si on veut faire excusez l'anglicisme, du benchmarking, donc pour voir l'évolution dans les prochaines années de la reconnaissance des acquis, mais au niveau des chiffres, ça nous donne un premier regard. Et on se rend compte là-dedans qu'il y a environ 11 % seulement des crédits accordés en contexte de RAC sont accordés pour des apprentissages informels ou non formels, donc en contexte d'apprentissage extrascolaire. Un de nos objectifs, c'est de faire évoluer ces chiffres-là. Donc, voir s'il n'y a pas besoin, s'il n'y a pas une demande plus grande pour reconnaissance d'acquis informels. D'autres chiffres qui nous ont été fournis, on a demandé... Je vais monter un peu? Excusez-moi. Donc, on a aussi demandé à la direction de la recherche à l'Université du Québec de mettre à jour certaines données qu'elle nous avait fournies dans les dernières années. Donc, ils ont procédé à une mise à jour en 2025 et les références aux documents sont tous à la fin de ma présentation. Donc, la répartition de l'effectif étudiant qui ont recours à la RAC et qui vont bénéficier de reconnaissance d'acquis sous une forme ou une autre. Donc, ici, c'est juste pour donner un portrait au niveau de la répartition selon le statut légal. Donc, on voit les étudiants canadiens en temps complet, temps partiel, 34 50 %. Donc, ça, c'est le pourcentage des étudiants inscrits dans un programme de baccalauréat qui reçoivent une forme ou une autre de reconnaissance des acquis. Et on voit au niveau des résidents permanents à temps complet, résidents permanents à temps partiel ou les étudiants internationaux, on voit que quand même, généralement, un peu plus du tiers des étudiants qui vont bénéficier d'une forme ou une autre de reconnaissance des acquis. Donc, c'est des chiffres qui peuvent être améliorés, mais qui donnent quand même un bon point de départ et qui sont encourageants. On aurait pensé que les chiffres étaient peut-être un peu moins significatifs que ça. Distribution entre étudiantes et étudiants. Donc, ici, c'est les nouveaux étudiants inscrits au baccalauréat toujours. Donc, on voit que les femmes, donc le contingent féminin des étudiants inscrits au baccalauréat durant cette période-là, sont en situation de RAC pour 28,5 % et reçoivent en moyenne environ 21 crédits. Donc, ça, c'est à l'entrée dans le programme. Pour les hommes, on parle de 26,9 % pour le même nombre de crédits. Donc, on voit une tendance quand même qui devrait, on espère, s'améliorer. Et finalement, ça, c'est des chiffres aussi qu'on a demandé de mettre à jour, c'est l'impact de la reconnaissance des acquis sur le parcours des étudiants. Donc, en termes de rétention, persévérance et les taux de diplomation. Donc, je vous indique ici les taux de diplomation. Donc, les étudiants réguliers qui s'inscrivent au baccalauréat, après 6 ans, donc 6 ans après la date d'inscription dans le programme, un étudiant régulier qui ne bénéficie pas de reconnaissance des acquis va atteindre un taux de diplomation d'environ 68 %. Donc, 6 ans après l'inscription au programme au bac. Ça, c'est tout bac confondu dans le réseau des Universités du Québec. Du moment que la personne obtient des crédits en contexte de RAC, donc de 1 à 15 crédits, on voit le taux de diplomation monter à 80 % et ainsi de suite pour atteindre 88 % pour les étudiants qui vont bénéficier de plus de 31 crédits dans leur programme en contexte de RAC. Donc, on voit que ça a un impact significatif sur les taux de persévérance et sur les taux de diplomation. Donc, c'est une mesure de réussite éducative parmi plusieurs d'autres sur lesquelles on travaille. Je fais une petite parenthèse sur le financement. Donc, parce qu'on sait que le financement, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors, les travaux du GTRAC ont mené en 2022 à retourner en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on est retourné au ministère pour proposer un modèle de financement pour soutenir les établissements universitaires, pour leur permettre de mettre en place les ressources, les dispositifs et financer leurs activités afin de pouvoir faire la promotion de la reconnaissance des acquis auprès des établissements
et leur permettre justement d'élargir l'offre et de développer des nouveaux dispositifs. Il ne faut pas oublier que la reconnaissance des acquis et des compétences, bon, ça existe depuis longtemps. Dans la foulée, justement, de la politique gouvernementale d'éducation des adultes de 2002, il y a eu quelques années plus tard la mise en place d'un modèle de financement d'un cadre général et technique qui s'adressait principalement aux établissements commission scolaire cégep, donc les programmes professionnels et techniques, qui bénéficient d'une forme de financement depuis plus de 20 ans. Et depuis 2023, donc depuis mai 2023, les établissements universitaires, finalement, ont aussi obtenu une source de financement pour investir dans les dispositifs de RAC et les activités de RAC. Donc, j'en parle parce que c'est un jalon important dans l'évolution de ce dossier-là, et ça nous a permis déjà de prendre des nouvelles actions pour promouvoir et développer la RAC à l'université. Donc, cette année, le montant devra atteindre l'enveloppe globale environ 7,8 millions pour l'ensemble des établissements. Finalement, et je vais juste vous présenter ça rapidement, dans le cadre du financement, les universités ont aussi demandé au ministère de créer, donc de nous soutenir pour créer au BCI un service de soutien interuniversitaire. Donc, c'est un peu un équivalent des CERAC qu'on retrouve au niveau collégial et au niveau de formation professionnelle. On a un rôle similaire, sauf que le service de soutien interuniversitaire a été créé par les universités et est soutenu par les universités aussi, avec une aide financière, c'est sûr, du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, dans les dernières années, le CERAC a mis en ligne un portail de la RAC, donc qui est un portail qui donne l'information sur la reconnaissance des acquis à l'université. C'est un portail qui s'adresse tant aux établissements, donc les intervenants, il y a des outils, il y a de l'information, il y a des guides qui sont créés, qui sont mis en ligne pour soutenir les activités. Et il y a une section pour les étudiants, étudiantes, pour aller chercher de l'information sur la reconnaissance des acquis, donc de l'information de haut niveau, et aussi trouver les différents services de reconnaissance des acquis qui sont disponibles dans les établissements universitaires. Donc, c'est vraiment un site d'information et d'aiguillage, un peu, si on veut, à l'image de monretouraucégep.com, par exemple, pour les gens qui cherchent des services de RAC au collégial. Je vous parlais tantôt du groupe de travail VALO, donc sur la valorisation de la RAC. Donc, on a fait beaucoup de travaux. Il y a d'autres groupes de travail, je ne peux pas tous les nommer. Il y en a sur la pédagogie, il y en a sur les données, il y en a sur le financement. Et on a créé un certain nombre, donc on est rendu à 5 capsules d'information, donc pour sensibiliser le public en général et les acteurs universitaires sur la reconnaissance des acquis. Qu'est-ce que c'est? Sur les impacts de la reconnaissance des acquis. Comment ça répond à des besoins. Il y a des témoignages d'étudiants qui ont bénéficié de la RAC pour rencontrer des objectifs professionnels, des témoignages d'enseignants aussi qui accompagnent. Alors, on a vraiment on continue la production d'une série de capsules vidéo qui sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur le portail de la RAC aussi, et qui sont aussi diffusées dans les médias sociaux et dans des événements. Un point important aussi, parce qu'on parle beaucoup de le fait que la RAC à l'université n'est pas uniforme, et ce ne sera jamais totalement uniforme, mais les établissements se sont entendus sur un cadre général, donc les fondements, les principes de base et même les étapes d'une démarche de RAC ont été assis, donc on s'est entendu. Donc il y a un consensus, l'ensemble des universités se sont engagées envers les principes qui sont édictés dans le cadre général de la RAC, qu'on a publié aussi en 2024, donc qui présente la RAC universitaire dans son ensemble. Et ce n'est pas un guide qui est très, très détaillé, mais c'est un guide qui est vraiment au niveau des principes, les principes auxquels ont adhéré les universités pour permettre une meilleure cohésion dans les actions en matière de RAC. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller consulter ce document-là. Et il y a d'autres documents qui sont disponibles en parallèle, qui sont des guides méthodologiques, donc qui sont rédigés par des experts et qui permettent justement de donner des indices, montrer aux établissements, les intervenants, comment on peut procéder pour développer des outils d'évaluation, pour accompagner les candidats dans leur démarche et ainsi de suite. Et finalement, depuis 2 ans, on tient un forum. Donc, le forum, c'est une occasion donc c'est un forum annuel qui dure 1 journée et demie.
Et c'est un endroit où on veut inviter l'ensemble des intervenants universitaires et les partenaires qui sont intéressés à la question de la RAC pour discuter des enjeux, discuter des pistes de solutions, voir l'évolution, voir des témoignages. Donc, c'est vraiment 2 jours pour s'asseoir ensemble et parler de la RAC à l'université et identifier des pistes d'action, des pistes de développement, et auxquelles participent aussi nos partenaires et différents ministères qui sont là et qui sont très à l'écoute parce qu'ils sont très intéressés de voir comment est-ce qu'on peut évoluer et comment est-ce qu'ils peuvent participer pour soutenir ces actions-là. Donc, c'est un peu notre souhait à long terme de mieux informer les acteurs, déconstruire les mauvaises perceptions et parfois des préjugés, et finalement sensibiliser la population et les acteurs concernés pour qu'ils adhèrent davantage à la RAC à l'université, qu'ils aillent s'informer et qu'ils prennent des actions intéressantes pour faire évoluer ce dossier-là. Merci. Merci, M. Daniel Laurin du Bureau de coopération interuniversitaire. Ce fut très, très édifiant. Là, on a un petit problème. Est-ce que vous avez faim? Non, ce n'est pas un petit problème. Moi, quand j'ai faim, c'est un gros problème. Mais ça a été tellement intéressant. Est-ce que vous permettez qu'on fasse quand même la période de questions? C'est qui va décaler le repas de 20 à 25 minutes? Ça nous va comme... Est-ce que ça nous va? Je suis la première, je vous dis, j'ai très faim. Mais je vais avec le groupe. Ça va? Super, super. Donc, on l'a vu à travers l'intervention de nos panélistes que le Québec dispose de plusieurs mécanismes, même si leur mise en œuvre demande encore du travail et des défis importants à relever par rapport à la reconnaissance des acquis des personnes formées à l'étranger. Donc, c'est le temps de poser nos questions ou de... Est-ce qu'elle est là, ma... Oui, pour le micro. Voilà. Et puis, pour vous réveiller aussi, pour voir si vous avez vraiment écouté, j'ai une petite devinette. Ça va remettre le cerveau peut-être en... Je suis le premier commissaire à l'admission aux professions du Québec. Qui suis-je? Ah, vous êtes bon. Moi, je pensais que vous allez bugger et puis j'allais mettre un cadeau en jeu. Mais bravo. Donc, c'est M. André Gariepi. Merci. Ah, vous êtes bon. Bravo. Est-ce qu'on a une première question? Oui, ici. Katia Hatif d'Action Travail des Femmes. Ma question s'adresse... Je suis là. Coucou. à Monsieur Laurin. En fait, dans le cadre de votre présentation, vous parliez d'un cadre maintenant commun de la définition de la RAC au sein des universités. Mais ma question, c'est est-ce que cette définition, elle correspond à la définition de la RAC qu'on retrouve dans la politique d'éducation aux adultes et de la formation continue? Deuxième autre question. L'application de la RAC telle qu'elle est prévue dans la politique d'éducation aux adultes et de la formation continue prévoit un retour aux études en cas de manque à acquérir dans le cadre de la formation, mais autrement sanctionne par un mécanisme automatique de diplomation. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau professionnel et technique, c'est des diplômes d'État qui dépendent du ministère de l'Éducation. Or, les diplômes universitaires ne sont pas la propriété du ministère de l'Éducation, ils dépendent des universités. Donc, dans ce cas-là, pourquoi maintenir la définition ou la notion de RAC dans les processus d'évaluation des candidatures diplômées à l'étranger à des fins d'admission? Parce que c'est ce qui crée aussi une confusion dans les principes, et pas la nommer autrement que de la reconnaissance des acquis dans les faits. Vous m'entendez? Je vais essayer de répondre du mieux possible. Au niveau de la politique gouvernementale, c'est sûr que les établissements adhèrent à cette politique-là. Et lorsqu'on a rédigé le document, le cadre général, on s'est assuré d'avoir une adéquation entre la littérature universitaire, les pratiques des universités du Québec
et aussi tout le langage et les principes qui sont étiquetés là, dans la politique ministérielle. On a d'ailleurs là-dessus participé, là, il y a eu des consultations l'an dernier sur la nouvelle politique qu'on souhaite voir bientôt. Et c'est sûr qu'on a fait des représentations pour s'assurer d'une meilleure présence des universités à l'intérieur de la politique et de leur rôle, du rôle qu'ils peuvent jouer. Donc, à ce niveau-là, oui, on adhère aux principes de la politique. On n'est pas en porte-à-faux, si on veut, avec ces principes-là. C'est des principes qui se veulent quand même universels. Et vous allez voir, le cadre général, il est universel. Donc, il s'applique au Québec, mais il s'applique ailleurs aussi. On n'a pas réinventé la roue. Maintenant, on a justement des discussions récemment sur la notion de RAC aux fins d'admission. On l'a défini comme ça parce que, j'espère que ça va répondre à votre interrogation, souvent, au fil des années, les établissements d'enseignement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont multiplié les voies d'accès. Donc, les façons d'être admis dans un programme, il y a longtemps, un peu comme à l'image, il fallait que ce soit un diplôme québécois. Et maintenant, on cherche de plus en plus de voies où il y a des conditions d'admission, où on va trouver un équivalent. Donc, il y a des établissements qui ont tout simplement identifié des nouvelles voies d'admission, des équivalences, qui vont justement reposer, par exemple, sur l'avis d'équivalence du ministère de l'Immigration, avis d'équivalence du niveau de scolarité. Mais il y a des endroits où, des fois, c'est plus difficile, ou même, on parlait des cas de séisme ou de force majeure, où les personnes arrivent ici et n'ont pas nécessairement accès à l'information. Donc, il y a des façons, à travers la RAC, d'aller s'assurer que la personne rencontre qu'elle possède déjà les acquis nécessaires pour être inscrite dans un programme sans qu'ils correspondent nécessairement aux normes d'admission. Donc, c'est des choses qui se développent, lentement, pas vite. Et donc, c'est pour ça que la notion de RAC aux fins d'admission, on l'a gardée centrale, parce qu'on veut prévoir une évolution pour rendre plus accessible à un plus grand nombre, peu importe la situation. Parce que l'idée de l'accès à l'enseignement supérieur, c'est au mérite en quelque sorte. On ne devrait pas avoir de barrières si on est en mesure de suivre un programme. Puis, je ne suis pas sûr si ça répond à votre interrogation. Hein. Reconnaissance des acquis et qui a un regard sur les pratiques, par exemple dans les pays européens ou même dans le système québécois, mais au niveau professionnel et collégial, va être très surprise des modalités d'application de la RAC au niveau universitaire. Parce que ça ne vient pas nécessairement dans un processus de sanction de son diplôme ou de reconnaissance. Par exemple, la personne est admise à un niveau maîtrise, mais on va quand même sanctionner son bac à des fins pratiques pour une intégration professionnelle rapide, par exemple, et on va se retrouver dans un autre mécanisme où en fait la RAC va dépendre de son inscription. En fait, la valeur accordée à son diplôme ne dépend que du fait qu'elle intègre le programme. Autrement, cette RAC n'a pas de valeur constructive dans son processus d'intégration professionnelle. Donc, la notion de RAC va induire en erreur les requérants, en fait. Oui. OK. Mais c'est peut-être dans l'interprétation qu'il y en est fait aussi. Parce que la RAC à l'université, en réalité, n'est pas très différente de la RAC, par exemple, en formation professionnelle ou collégiale, sauf pour il y a deux différences majeures qui sont importantes, mais les processus sont les mêmes. C'est celui, notamment, on ne peut pas faire un programme au complet en RAC. Ça dépend des règlements des études, des universités, etc. Ça, je le comprends. Et aussi le fait qu'à l'université, on n'a pas instauré la notion de formation manquante. Donc, parce que dans les autres ordres, par exemple au collégial, il y a un financement prévu pour la formation manquante pour aller remplir l'écart entre les acquis qui ont été démontrés et les exigences du cours ou des compétences visées. Donc, à l'université, on ne l'a pas fait de façon formelle, mais il y a des établissements qui le font. C'est juste qu'il n'y a pas de financement pour la formation manquante structurée par l'établissement.
Et ça va faire partie des réflexions, mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui a été instauré. Puis oui, effectivement, les règlements des établissements vont habituellement limiter le nombre ou le pourcentage de crédits qui vont être accordés en RAC. On verra qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Bonjour. Je pourrais peut-être ajouter ce que Katia nous invite à réfléchir, c'est est-ce que la personne, parce que là, ça reste en circuit fermé pour une finalité administrative, mais il y a quand même une institution qui a dit, ça a de la valeur, ce bout-là, là. Et la personne ne peut pas partir avec cette expression de valeur, l'universaliser, puis le promener un peu partout. Ça se comprend, et c'est pour ça qu'on parle souvent de la reconnaissance en fonction. Il y a une finalité qui est particulière, que ce soit pour la poursuite des études, l'intégration au marché du travail ou l'intégration d'une profession réglementée. Ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, et la conclusion de l'un ne peut pas servir à l'autre, mais avec la déclaration de Paris d'octobre 2024, sur justement les différentes façons de reconnaître des éléments du parcours de quelqu'un, il faut viser l'interopérabilité le mieux possible. Que la personne, quand elle s'est fait dire quelque chose, surtout par une institution d'enseignement pour dire « Moi, là, ce que tu as fait, ça t'exemple de tel cours », ce n'est pas une décision pour un autre acteur, mais ça a quand même de la valeur. Alors, comment on peut migrer vers une interopérabilité des dispositifs de reconnaissance pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, enfoui au bureau du registraire? Ah, cette personne-là, on lui a déjà dit que ça valait ça. Et que la personne peut partir un peu avec sa badge de scout pour dire, là, moi j'ai ça, on me l'a reconnu ailleurs, même si je n'ai pas poursuivi le processus à l'université, il n'en demeure pas moins qu'il y a une université qui a dit ça. Peut-être dans la façon de le dire, d'avoir une sensibilité à peut-être un petit peu plus d'interopérabilité avec les autres dispositifs de reconnaissance, ça permettrait plus de mobilité sociale et d'efficacité pour les personnes de dire, bien, tel groupe m'a dit, tel acteur m'ont dit tel élément, bien, quand on ramasse ça, bien là, je commence à avoir une crédibilité dans quelque chose. Alors, il faut s'en parler. Ce n'est pas à un à se rendre interopérable à tous les autres, c'est qu'il faut s'en parler. Excuse-moi, quand tu parles du traité de Paris, tu parles de celui sur la reconnaissance ouverte? Oui, la reconnaissance ouverte, oui. Ça va être... Et puis, mais il y a aussi dans la convention de l'UNESCO, il y a... non, pas la convention de l'UNESCO, excusez-moi, le pacte mondial sur les migrations sûres et ordonnées, je crois que c'est l'objectif 17. Et dans l'objectif 17, où on parle de reconnaissance, qui accompagne les démarches de mobilité, on parle de l'interopérabilité. Donc, tout ça se combine, la déclaration de Paris là, sur la reconnaissance ouverte, mais aussi le pacte mondial de l'ONU sur les migrations. Tout un chantier. Oui, conceptuellement, c'est quelque chose. Institutionnellement, c'est un autre défi. Mais il y a un potentiel qu'il faut explorer. Merci à nos panélistes. La prochaine question. Oui, bonjour. Merci pour les présentations très pertinentes. Je suis Rana Boiser, candidate à la maîtrise en études des populations à l'INRS. Et j'avais une question pour Monsieur Gariepi. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une vision parfois très locale des acteurs de l'admission aux professions qui peut mener à éventuellement une méconnaissance des diplômes étrangers. Vous avez dit quand on connaît, on reconnaît. Et moi, je sais que dans la recherche académique, par exemple, on explique souvent la surqualification par la non-transférabilité des compétences des immigrants, justement. Et je voulais savoir si, selon vous, cette difficulté de non-transférabilité, elle pourrait justement être liée à ce phénomène de perspective trop locale. En fait, ce que je veux plus savoir, c'est comment est-ce que vous voyez le lien entre ces deux phénomènes? C'est intéressant parce que la perspective trop locale, elle joue dans les deux sens. La formation à l'étranger, elle a été donnée dans la perspective locale. Un ingénieur forestier qui a été formé dans le nord de l'Afrique, il a certainement su en 2 secondes qu'il existe un arbre qui s'appelle l'érable, mais il n'a pas été formé pour intervenir parce que l'érable, ça ne pousse pas beaucoup. Alors, il le sait,
mais au fond, sa formation, c'est en fonction de la masse ligneuse, le type de forêt, d'arbres qu'il y a dans la région où s'est trouvé son université, son centre de formation. Donc, la dimension locale et la transférabilité, là, il y a deux pôles qui la génèrent, ce problème de transférabilité. Parce qu'il est clair qu'ici, je ne sais pas, les maladies tropicales, c'est une spécialité, mais dans les tropiques, c'est la base de ta médecine, peut-être. Je ne sais pas, là, je caricature peut-être, mais c'est pour vous dire comment, finalement, on enseigne, un établissement d'enseignement forme des gens en fonction de la communauté ambiante, de son développement économique, de son développement technologique, de ses enjeux géographiques, sanitaires et tout. Alors, il faut pas... il va y avoir des différences. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faut pas en tirer un jugement négatif. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas en faire trop aussi sur la dimension locale. J'ai déjà vu des choses, des fois, là, mais, voilà. Mais, par exemple, l'Ordre des ingénieurs, on a fait changer son règlement. 1 an d'expérience au Canada. Alors, moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on apprend dans cette année-là? Qu'est-ce que tu vises dans ce moyen, dans cette exigence, dans cette façon de construire l'exigence qui s'appelle 1 an d'expérience en contexte canadien? Qu'est-ce que tu recherches? Ah, il faut qu'ils apprennent ça, ça, ça. Bien, dis-le dans le règlement. Il faut qu'ils apprennent ça, ça, ça. Et il se peut qu'ils l'aient déjà. Par exemple, des ingénieurs qui ont travaillé dans des chantiers dirigés par une firme canadienne et que le donneur d'ouvrage a dit « Je veux que tu appliques les principes canadiens de ta gestion de chantier et de la dimension technologique. » Et ça m'est venu d'un dossier d'un type, d'un ingénieur qui a travaillé sur le métro new-yorkais pendant 15 ans. Il arrive ici, il faut 1 an d'expérience canadienne. C'est parce que le métro new-yorkais, premièrement, c'est pas si loin que ça. Ça doit être une expérience qui se ressemble. Et le métro new-yorkais, c'est Bombardier qui le fait. Coucou. Alors, pourquoi on lui demande d'aller faire le petit junior avec d'autres petits juniors dans une firme d'ingénieurs pour voir s'il va apprendre? Franchement. Et en passant, à chaque lacune, son moyen. Si c'est des connaissances, donnez des cours. Balancez pas quelqu'un pendant 1 an à jouer le demi, le semi et le petit. Alors qu'il lui manque seulement des connaissances sur le code du bâtiment. Ça s'apprend, ça. Mais pas à faire traîner pendant 1 an. Alors, on a fait changer le règlement. Et là, c'est des objectifs de l'ancien moyen. Et si la personne ne l'a pas, on va lui prescrire ce qu'il faut. Et si c'est une question d'être accoutumé à la gestion des projets ici, oui, là, ce sera un stage, mais ce ne sera pas 1 an, là. C'est quoi cette histoire-là, 1 an? Ça devenait un obstacle, carrément. Discriminatoire selon la Commission des droits de la personne de l'Ontario. Et quand ça a sorti, d'ailleurs, mon homologue, parce qu'il y a un commissaire aussi en Ontario, il y en a des entités de surveillance d'admission dans 9 provinces au Canada. Et nous, on est les plus vieux, là. Alors, l'Ontario et moi, lui a fait une sortie avec la Commission des droits de la personne de l'Ontario là-dessus. Moi, je me suis entendu avec la Commission québécoise et puis on a lancé un signal clair aux ordres professionnels et on a fait le ménage. Je pense qu'il y en a un là, qui reste à ajuster là, comme règlement. Mais c'est ce simplisme-là de dire 1 an d'expérience ici. Mais que recherchez-vous derrière ça? Ciblez-le et attribuez le bon moyen pour acquérir ce que vous souhaitiez qu'ils acquièrent pendant cette année-là. Une dernière. Bon, on va prendre les 2 dernières. Hein? Ah. Okay. Pour quelle raison on demandait 1 année. Mais par la suite, j'ai compris. Parce que quand on vient de partout dans le monde entier, parce que moi-même, je suis une immigrante, je ne suis pas canadienne de souche du tout, je suis d'Afrique du Nord, l'expérience canadienne est très importante parce que les mentalités sont différentes. Ici, j'ai compris, quand on travaille, quand on demande des compétences et des connaissances, les connaissances, c'est-à-dire ce que j'ai appris, mes compétences en matière professionnelle, d'où je viens, les connaissances, c'est-à-dire est-ce que je connais quelqu'un pour avoir le poste? C'est très différent. Je pense que peut-être 1 année, c'est trop long, peut-être, pour acquérir l'expérience canadienne,
Mais je pense que c'est très important d'avoir la mentalité. Moi, selon moi, le problème qui se pose, j'avais parlé à une personne qui est là présente, qui se pose par rapport à la recevabilité, des équivalences, de l'expérience, des compétences des uns et des autres qui sont venus ici tout comme moi, c'est une question de mentalité. Parce que si on prenait un Canadien ou un Américain qui partirait en Amérique du Nord, plutôt en Afrique du Nord, ou ailleurs dans le monde, on l'accepterait facilement, il aura son poste de travail. Parce qu'il vient d'ailleurs et il est sorti d'une autre université que une université africaine ou je sais pas, ou asiatique, un truc comme ça. Je pense que c'est une question de mentalité d'abord. Oui. Ben, vous avez bien raison. J'étais enfermé dans le sujet de la question précédente, là, mais vous avez vraiment raison. Moi, je milite beaucoup pour qu'il y ait des stages d'acclimatation. Parce que là, on balance les gens dans des stages de formation et d'évaluation alors qu'ils ne sont même pas préparés au contexte. Alors là, les gens, surtout dans le réseau de la santé, ils sont occupés, sont débordés. Ben voyons, tu sais rien, toi? Elle n'est pas capable. Là, ça va vite, là. La fiche d'évaluation du stage, elle est déjà remplie au premier contact. Pourquoi? Parce que la personne ne connaît pas les usages et tout. Donc, elle est gênée, elle s'enferme. J'en ai vu, moi, des gens qui nous parlaient beaucoup, mais que sur le terrain, ça ne parlait pas parce qu'ils avaient peur de révéler leurs doutes. Alors, il faut préparer les milieux de stage. Ça, nous le recommandons depuis bien des années. Préparer les milieux de stage, surtout dans le milieu de la santé, à recevoir des futurs collègues qui n'ont pas toutes les connaissances, tous les acquis d'une vie ici ou d'une expérience de plusieurs années dans le réseau. Alors, il faut préparer ça. Mais quelquefois, le choix vient de la personne. Nous avons passé un sondage auprès des 125 médecins français qui sont débarqués avec l'ARM Québec-France. Et puis, on leur a posé la question, mais vous, le stage de 3 mois, là, et beaucoup nous ont dit, parce qu'ils se disaient tout de même, c'est la France. Alors, pourquoi, hein? Nous sommes ce que nous sommes et nous sommes complets. Alors, j'aime bien taquiner mes amis français parce que je les aime beaucoup. Alors, mais ils nous ont dit dans le sondage, au début, je trouvais que c'était insultant de me faire passer un 3 mois de stage d'adaptation. Mais après, je l'ai beaucoup apprécié. Ça m'a rendu beaucoup plus efficace. J'ai compris bien des choses. Et oui, il est peut-être trop long pour certaines spécialités, pas assez pour d'autres. On a eu toutes sortes de nuances dans le propos, mais quelquefois, les gens font ce choix de « ben moi, je veux le faire parce que ». Mais aussi, il y a des gens qui se font prescrire de la formation et qui disent « oh ben non, je veux faire tout le diplôme ». Pourquoi? Parce que dans leur vision de la stratégie de leur intégration globale au Québec, je veux un diplôme québécois. On me demande 8 cours du DEC, je vais faire le DEC. Comme ça, là, on n'aura plus de problème. Et puis voilà, c'est arrivé souvent, ça. Donc, c'est une question de stratégie des individus, mais nous, comme société, nous savons le problème d'acclimatation, nous savons ce que ça peut générer en termes de gêne ou d'incapacité de vraiment faire la démonstration de ses compétences. Il faut prévoir des stages d'acclimatation. Ils le font, pour les infirmières, ils le font, ça je le sais, pendant le DEC en tout cas. Oui, ils le font aussi, je pense, dans le bac. Et donc, ils vont, je ne sais pas, une semaine de temps à autre, ils vont juste observer. Bien, j'ai l'impression que beaucoup des professionnels qui vont exercer dans des milieux très organisés, très à culture institutionnelle, avec des protocoles et tout, je pense que ça va être une nécessité. C'est du temps qu'on n'a pas. Mais si on veut réussir à long terme, quelquefois, il faut endurer un peu plus de stress en ce moment. Merci à nos panélistes. On continue? On prend une dernière. Il y avait une qui avait le micro déjà. Oui. Vous avez dit adéquatement qu'il faut absolument préparer les milieux de stage. Moi, je viens d'une université. Nous avons un souci énorme à pouvoir faire financer les terrains de stage. Et je suis d'accord entièrement avec vous qu'il faut cette période que vous avez appelée adéquatement la période de maturation contextuelle. C'est essentiel, absolument. Et ce sera avec plaisir que je vais militer avec vous pour qu'on ait
un peu plus de financement sur les unités de soins pour accompagner. On a des préceptrices, on a toutes sortes de formats, mais on épuise beaucoup nos ressources déjà très limitées. Et en même temps, on forme des ressources qui vont nous aider à ne pas être limités. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faut faire du donnant-donnant. Alors merci pour votre remarque. Merci, madame. Il faudrait qu'elle se présente. Vous avez tellement dit de belles... OK, on avait une question là. Ouais. Rapidement, des questions de 1 seconde. Bonjour, je suis Christiana, chargée de projet violence conjugale au sein du RAFIC. Donc, ma question concerne la reconnaissance des diplômes. Je connais quelqu'un qui a obtenu une maîtrise en Ontario dans le domaine des sciences sociales et qui possède un baccalauréat à l'étranger. Cependant, lorsqu'elle vient travailler au Québec, on lui demande de faire évaluer son baccalauréat de l'étranger. Donc, je me demande dans ce contexte, pourquoi on exige encore une évaluation alors que la personne a fait une étude au Canada? Et la deuxième concerne l'exigence liée au test de français. Cette personne est francophone de naissance, c'est sa première langue, mais elle n'arrivait pas à réussir le test de langue vu que les tests de français sont plutôt standardisés avec une limite de temps, etc. Donc, est-ce que ce type de test est vraiment la meilleure façon d'évaluer la capacité de quelqu'un à s'exprimer en français? Je répondrai rapidement à votre commentaire sur le diplôme. C'est vrai que moi, j'en veux à des systèmes qui, par exemple, au gouvernement du Québec, pour un poste de professionnel, il faut avoir le permis de l'ordre, mais on demande soit le bac, le DEC, ou son équivalent avec une évaluation comparative. Youhou! Le permis de l'ordre, il intègre tout ça, là. Alors, je me bats depuis plusieurs années avec le Conseil du Trésor et ses nomenclatures pour les affichages de postes, de dire, bien, c'est parce que le permis englobe tout. Pourquoi ajouter des affaires? Parce que moi, j'ai vu des services de ressources humaines dans le réseau de la santé dire, oui, mais tu n'as pas le diplôme québécois ou tu n'as pas un DEC. Oui, mais j'ai fait autre chose et j'ai complété formation d'appoint et ça m'a permis d'avoir le permis qui, d'habitude, prend appui sur les mêmes compétences qu'un DEC. Mais le service, je ne nommerai pas la région, mais le service des ressources humaines a rendu inéligible cette personne-là. Irrecevable, sa demande. Mais vraiment, c'est ridicule. Alors, on se bat depuis plusieurs années, mais que voulez-vous? Avec le Conseil du Trésor puis les postes en fonction publique, il y a les syndicats aussi qui sont mêlés à ça. Et je viens d'une famille de syndicalistes, on ne pourra pas m'accuser de leur casser du sucre sur le dos, mais c'est parce que quelquefois, il y a une vision un petit peu limitée, là, et il y en a qui exigent ces choses-là. Donc oui, il faut changer. Et quand quelqu'un a une maîtrise, bien, c'est sûr que l'université qui lui a donné une maîtrise, elle l'a accepté à partir de quelque chose. Donc, il faut comprendre la logique du parcours de quelqu'un pour se dire qu'il y a des choses qui sont construites dans ces étapes de vie qu'on n'a pas à aller rechercher, puis à retravailler, puis à rebrasser. C'est un peu ridicule. Et pour ce qui est des tests de français, bien là, écoutez, il y a toute une question là, de la pertinence, de ce que ça vise pour tel type de métier ou telle profession, la bonne maîtrise et tout et tout. C'est toute une question. On ne pourra pas répondre à ça aujourd'hui, malheureusement. OK. Oui, allez-y. Mon question concernant spécifiquement le manquement de médecins et infirmiers dans la province de Québec, aussi tous les pays du Canada. Tous les pays qui avaient beaucoup de crude oil dans le Moyen-Orient, tous les pays parlent anglais seulement. Il y a la loi du Québec établie 91, la loi concernant le santé et social services de Québec, il permettra toutes les facultés de médecine pour engager
le pays de la Moyen-Orient qui a beaucoup d'argent pour formation de la stage, doctorat, maîtrise. Tous les pays dans le Moyen-Orient avoir beaucoup de médecins ici maintenant. Probablement près de 3000 personnes, médecins, doctorales, étudiants, doctorales, matrices. Chaque personne, chaque médecin qui fait un stage ici, le pays du Moyen-Orient payait l'université $120 000 par année, par personne. Aussi, l'entraîneur ou superviseur de la doctorat ou maîtrise étudiant ou personne qui fait un stage recevait $120 000 chaque année, chaque personne. Pourquoi le requis pour faire la francisation de l'acte disparu, immédiatement, la personne donnait un dossier pour commencer le stage au doctorat. Pourquoi tous les requirements ici disparus concernant chaque personne? Tout le monde, tout le pays là parle seulement anglais. Là, je pense que vous parlez de ces cas très particuliers de pays qui achètent des places de formation pour leurs futurs médecins. Ce n'est pas des places qui sont comptabilisées dans la gestion du nombre de médecins qui vont servir des Québécois par la suite. C'est vraiment quelque chose à part et il n'est pas vraiment dit que ça prend des ressources ou ou la place d'autres médecins qu'on pourrait former pour travailler ici. C'est vraiment quelque chose, c'est des visas, là, ils ont des visas particuliers. Puis, je n'ai pas tous les chiffres là-dessus, mais madame ici, dans sa thèse de doctorat, avait creusé la chose un peu. Je vais aller demander au ministère de l'Immigration canadien le nombre de permis qui avaient été octroyés aux personnes qui exerçaient la médecine et qui venaient au Canada et qui étaient arrivées au Québec. Et plus du tiers viennent d'Arabie Saoudite. Il y en a qui viennent d'Oman, il y en a qui viennent des États-Unis, il y en a qui viennent des Émirats arabes unis, il y en a qui viennent de France aussi. Donc, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent d'Arabie Saoudite. Je n'ai pas les chiffres par rapport à ce que vous disiez là, sur le paiement de ces montants-là, mais ce sont des personnes qui sont venues dans le cadre d'un permis de travail temporaire pour exercer la médecine. Donc, ils sont passés par l'Ordre des médecins aussi pour avoir un permis restrictif pour pouvoir exercer. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup viennent d'Arabie Saoudite. Ben, je ne sais pas s'ils retournent, certainement qu'ils retournent. Ça, ce n'était pas dans mes données, mais en tout cas... Ils sont anglophones. C'est McGill qui fait ça. Oui, puis de récentes conversations, les gens de McGill m'indiquent que c'est quelques personnes, ce n'est pas des tonnes. Ben, merci encore à nos panélistes pour ce regard sur le Québec. On a respecté quand même la trentaine de minutes. On va donc aller pour le repas. Bon appétit à tous et nous reprenons à... On va décaler de 30 minutes là.